Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Bonjour chers amis joueurs, je m'appelle LP et bienvenue à un nouvel épisode de Kickstarter 101. Aujourd'hui, le jeu que je vous présente sur papier est complètement dans mes cordes. C'est un jeu qui a une des mécaniques que je préfère parmi toutes les mécaniques qu'on retrouve dans les jeux de société. Et je parle de Vikings Gone Wild. Vikings Gone Wild est un deck building game, est un jeu de deck building, donc on va se bâtir une carte au long de la partie. C'est un jeu qui a été développé par Lucky Duck Games. Eux autres se spécialisent dans les licences de petits jeux pour applications, dans les applications pour cellulaire, tablette, etc. Fait que c'est un jeu qui est inspiré d'une application apparemment relativement connue, que moi je connaissais pas personnellement, mais je joue pas à ces jeux-là. On parle d'un jeu qui devrait durer environ 45 à 90 minutes, 2 à 4 joueurs, un deck building. Donc comme à l'habitude, le matériel très beau, qu'est-ce que je vais en penser, est-ce que ça se joue bien? Je vous montre ça, je vous explique comment on l'installe et je donne mon opinion à la toute fin. Donc au niveau du placement personnel, qu'est-ce qu'on a? Chaque joueur va avoir un petit deck de cartes qui va venir à lui. Dans ces cartes, il va avoir entre autres 3 bâtiments, des hôtels de ville. En fait, c'est le même bâtiment 3 fois qui peut s'améliorer. On a le niveau du bâtiment qui est en haut ici, ou plutôt juste en dessous du nom ici. Fait qu'hôtel de nuit, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Il va les placer pour avoir le niveau 1 sur le dessus, puis il va se faire une petite zone de jeu à lui. Le joueur va aussi choisir, il va avoir le choix de plusieurs avatars pour la partie. Il va s'en choisir un. Disons que notre joueur ici va prendre l'avatar, je pense qu'il s'appelle Alvis, ce personnage. Sur son plateau individuel, il va aller le placer son avatar principal pour savoir qui il est, et le petit marqueur, lui, va servir à compter les points. Il va aller le placer sur la piste de 0, sur la piste de score. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ses mains? Ben là, on est dans le deck building traditionnel. Fait qu'il va principalement avoir deux types de cartes. Il va avoir des cartes qui donnent des ressources, des cartes qui permettent d'attaquer. Les cartes qui permettent d'attaquer ont les deux haches croisées, fait qu'on a les guerriers vikings. Les ressources, on a de la bière qui est indiquée par ce symbole-ci, ou de l'or qui est indiqué par ce symbole-ci. Il y a, si ma mémoire est bonne, 8 cartes de bière, 2 cartes d'or, 2 cartes viking. Il va prendre ces 10 cartes-là ensemble. Le joueur va brasser. Il va en piger 5 pour commencer la partie. Le reste, il va se faire une petite pile ici pour indiquer sa pige. Il y a un autre endroit pour indiquer sa défausse. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme mise en place individuelle? Ici, j'ai un gros paquet de cartes objectifs. Que les joueurs qui sont des objectifs à court terme, que les joueurs peuvent essayer d'aller chercher. Il y a des objectifs qui sont niveau 1, qui donnent 1 point de victoire, puis il y a des objectifs qu'on va avoir plus loin en partie, qui en donnent 2, voire 3 par moment. On va brasser la pile d'objectifs de niveau 1 qu'on va mettre sur le dessus de la pile pour que ce soit tous les objectifs niveau 1, et chaque joueur va commencer avec 2 objectifs niveau 1 pour commencer la partie qui vont être placés ici. Quand ces objectifs-là vont être marqués, on va les remettre face cachée ici, puis au début de chaque tour de jeu, il va pouvoir les remplacer pour en avoir toujours 2 de disponibles. Ce sont des façons de marquer des points de victoire. Au niveau de la mise en place individuelle, il n'y a rien d'autre à faire. Au niveau de la mise en place collective, qu'est-ce qu'on a? Ben, Viking Gone Wild, c'est un deck building qui vient avec un plateau qui ressemble à ça ici. On a déjà vu qu'il y a un endroit ici, disons qu'on installe une partie à 3, qu'il y a un endroit où chaque joueur va avoir à placer un petit marqueur de score pour sa partie. Qu'est-ce qu'on a sur le reste du plateau? Ben, dans le côté droit du plateau ici, on va avoir des cartes qui sont des buildings. Une carte qui est building, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ceci. Chaque carte building vient avec un coût qui est complètement haut à droite. Dans le cas de la brasserie, ça coûte 2 pièces d'or, 2 or pour la construire, pour l'acheter. Il y a une valeur de défense, il y a un système d'attaque à l'intérieur du jeu. Chaque building a une valeur de défense. La taverne, par exemple, vient avec une défense de 4. Ma brasserie vient avec une défense de 1. Certains bâtiments ont un bonus indiqué en dessous de leur défense si on les attaque. Et chaque bâtiment a un effet particulier qui est décrit sur sa carte. Dans le jeu, il y a exactement 6 bâtiments qui viennent avec le jeu. Ils sont tous en jeu à chacune des parties, fait qu'on va tout simplement les placer. Chaque pile de bâtiments, c'est le même bâtiment en plusieurs exemplaires. Peu importe le nombre de joueurs, on place toujours toutes les cartes de chacun des types de bâtiments. Fait qu'on va avoir sur le côté droit ici nos cartes bâtiments. Sur le côté gauche, on a 2 types de cartes. On a dans le bas des cartes de défense qui ont le carré bleu, le tour bleu, et les cartes d'attaque qui ont le carré rouge. Fait que des unités, des cartes de défense. Une carte de défense va être identifiée par le bouclier bleu en haut à gauche, sa valeur d'achat, combien je dois payer pour l'acheter, et
son effet en tant que tel pendant la partie. Les cartes d'attaque, même principe. J'ai l'icône d'épée pour indiquer que c'est une carte d'attaque, le coût d'achat, sa valeur d'attaque en cours de partie. J'ai 3 piles exactement de chaque type à chacune des parties. Fait que j'ai une valeur de 6 d'attaque, de 4 d'attaque, de 2 d'attaque. Toute la pile, c'est la même carte comme pour les bâtiments. Même chose du côté de la défense. Toute la pile, c'est la même carte. J'ai 3 piles différentes. Dans le haut de la carte, dans le haut du plateau, on va avoir ce qu'on appelle la voie d'Odin. La voie d'Odin, j'ai un paquet de cartes comme ceci qui sont identifiées avec un éclair. Fait que dans ce jeu-là, il y a aussi un marché qui est aléatoire. Fait qu'on va brasser la pile de cartes de la voie d'Odin, puis on va en révéler 5 qui vont être disponibles en début de partie. On a 5 cases dans le haut du plateau. On place nos 5 cartes. Cette zone-là est prête. Dans le bas du plateau, j'ai aussi 3 autres types de cartes particuliers. Ici, je vais avoir les faveurs divines. Ce sont des cartes extrêmement puissantes que les joueurs peuvent aller chercher pendant la partie. Fait que pour une partie, je vais en piger 3 par joueur. Je vais les mettre ici sur la pile et on va révéler les 2 premières qu'on met sur le dessus de la pile. Les autres sont remises dans la boîte, on ne s'en servira pas. Sur la pile ici, j'en ai déjà parlé. Il y a des objectifs à 1 point de victoire, des objectifs à 2 ou à 3 points de victoire. On met les objectifs de 1 point de victoire sur le dessus de la pile. On va le mettre ça ici, ça va être notre pige de victoire. Et ici, je vais avoir des objectifs à atteindre, des objectifs de fin de partie, des façons de marquer des points de victoire en fin de partie qui sont importants. On en pige 4. On va placer ici. Chaque carte donne exactement 6 points de victoire à la fin de la partie. Par exemple, ici, le joueur qui va avoir construit le plus de bâtiments à la fin de la partie va aller chercher cette carte-là, il va ramasser 6 points de victoire. Comment une partie va se terminer? On voit ici qu'il y a 2 marqueurs de fin de partie au 30 et au 40. Si on joue une partie à 2, le premier joueur qui atteint 40 points de victoire va signaler la fin de la partie. On va finir le tour en cours, puis celui qui va avoir le plus de points de victoire va l'emporter. Si on joue une partie à 3 ou à 4, on va plutôt arrêter à 30 points de victoire. Le premier qui franchit le 30 va mettre fin à la partie, va déclencher le dernier round de la partie. Puis à la fin de la partie, celui qui va avoir le plus de points va l'emporter. Maintenant, un tour de jeu en tant que tel, comment ça marche? Je vous montre ça. Donc, pour le tour, comment ça marche, qu'est-ce qu'il y a à faire? Chaque joueur va avoir une petite carte comme ça d'aide de jeu qui va lui résumer le tour de jeu, comment il fonctionne. En premier, on nous dit qu'il y a une phase de production. Une phase de production, c'est qu'au fur et à mesure que la partie va avancer, on va avoir devant ça, on va avoir construit dans sa zone de jeu des bâtiments qui produisent. C'est écrit produit avec une ressource particulière. Disons que j'en ai un ici. Fait que pendant la phase de production, je vais tout simplement aller dans la réserve commune, chercher la ressource qui est produite, dans ce cas-ci un baril de bière, et la mettre sur mon bâtiment. Un bâtiment ne peut pas avoir plus qu'une ressource sur elle, donc s'il y a déjà un baril de bière, il n'en produit pas un autre. Il y a une capacité de 1 par bâtiment. Donc tous les joueurs vont faire ça en même temps. En deuxième, on me dit il y a la phase de pioche. À ce moment-là, le joueur va aller piger ses cartes jusqu'en ayant 5. Et si sur son plateau individuel, il y a une carte une carte d'objectif qui avait été résolue au tour précédent, donc il a un espace vide, pendant la phase de pioche, il va piger une nouvelle carte objectif, de la première sur la pile, pour se la rajouter à sa zone d'objectif personnel. Troisième phase, il va avoir la phase des joueurs en tant que tel. On va avoir déterminé qui est le premier joueur. Je pense que c'est le joueur le plus barbu, fait que ça m'arriverait de temps en temps. Puis on va lui avoir donné le marteau de Thor, qui est le marqueur premier joueur. Ce joueur-là va prendre son tour d'action. Les autres joueurs, dans l'ordre de tour de jeu, vont prendre leur tour d'action aussi, pendant la phase d'action. C'est la seule phase qui n'est pas... que les joueurs n'agissent pas en même temps, ils agissent en respectant l'ordre de tour de jeu. Donc, qu'est-ce que le joueur peut faire? Là, on est dans le deck building classique. Il va se faire une zone de jeu, quelque part dans son aire de jeu, où il va jouer ses cartes. Fait que, disons, je vais jouer 2 bières comme ça. 2 bières, ça va me permettre d'acheter n'importe quelle carte sur le plateau qui a un coût de 2 bières. Par exemple, j'ai une réserve d'or ici qui a un coût de 2 bières. Si je jouais une 3e bière, ça me permettrait d'aller chercher la mine d'or, qui a un coût de 3 bières. Ça me permettrait d'aller chercher les archers elfes ici, qui ont un coût de 3 bières. Ça me permettrait d'aller chercher le parchemin ici, qui a un coût de 3 bières. Comment les différentes cartes vont fonctionner? Là, il y a des petites particularités. Si j'achète un bâtiment, disons que j'achète la mine d'or dans mon exemple, le bâtiment, je vais le prendre, je vais le mettre dans ma zone de jeu, dans ma ville, mais pas dans ma zone de jeu de cartes. Le bâtiment n'est pas défaussé en tant que tel. Fait qu'il y a un aspect plateau building à l'intérieur de ce jeu-là. On se construit des bâtiments au fur et à mesure. J'ai une petite réserve de jetons qui ressemble à ceci.
D'un côté, il y a une espèce de petite explosion, de l'autre côté, il y a un marteau. Quand je construis un bâtiment, le tour que je le construis, je vais mettre un marteau sur ce bâtiment-là. Je ne peux pas l'utiliser pour ce tour-ci et il ne peut pas se faire attaquer le tour que je le construis. Je dois attendre au début de mon tour suivant pour pouvoir commencer à utiliser un bâtiment. Dans le cas d'une mine d'or qui produit 1 or par tour, ça ne change rien parce qu'à la fin de mon tour, je vais enlever les marteaux, puis c'est juste au début du tour prochain qu'il produit de toute façon. Mais un bâtiment comme le Drakkar qui me permet de garder une carte en main, ou un bâtiment comme la réserve de bière qui me permet de stocker mes réserves de bière sur une autre carte, ben là, je ne pourrais pas l'utiliser ce tour-ci, je vais devoir attendre au prochain tour. Donc ici, je construis un bâtiment. Je précise que le niveau de mon hôtel de ville m'indique plutôt combien de bâtiments je peux avoir en même temps. Au niveau 1, je peux avoir 3 bâtiments en même temps. Si je paie le coût d'amélioration dans mon tour, qui est ici de 3 pièces de 3 heures, je vais jeter cette carte-là, je vais avoir un bâtiment maintenant de niveau 2, puis là je peux avoir 6 bâtiments. Si je le monte au niveau 3, je n'ai plus de limite de bâtiment, puis en plus je marque des points de victoire, parce que je l'amène niveau 3. Donc première possibilité, bâtiment. Deuxième possibilité, c'est d'acheter une carte. Mais encore là, il y a 2 types de cartes si on veut qu'on peut acheter. Il y a les cartes ici qui viennent du marché, fait que unité ou défense. Si j'achète une carte unité ou défense, je vais tout simplement la mettre sur la pile de cartes que j'ai joué pour le tour, pour montrer que je l'ai acheté ce tour-ci. Puis ensuite, je continue mes actions. Si j'achète une carte qui vient de la voie d'Odin, par exemple ici, le parchemin, je pouvais l'acheter avec mes 3 bières. Comme mon unité, je vais le mettre sur le dessus de la pile pour montrer que je l'ai acheté sur ce tour-là. Je vais tasser toutes les cartes et je vais la remplacer. Fait que je vais tasser toutes les cartes qui viennent avant pour remplir l'espace vide, puis je vais remplacer. On voit qu'il y a des petites flèches comme ça. Ça indique que les cartes vont naturellement se décaler pour qu'il y ait un certain roulement à l'intérieur de la pile. Fait que pour les phases d'achat, c'est pas plus compliqué que ça. Je précise que je ne mets rien pendant mon tour de jeu, pendant cette phase-là, dans ma défausse en tant que telle, parce que je peux garder des cartes en main. Quand je termine mon jeu, je peux dire que j'ai fini de jouer puis j'ai encore 2 cartes en main. Pourquoi je ferais ça? Ben pour me préparer à la 3e possibilité. Les autres cartes que j'avais en main sont des cartes d'attaque. Les cartes d'attaque, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ben, premièrement, si j'attaque une cible, je dois égaler ou surpasser sa valeur de défense. Et je dois attribuer à cette cible-là au moins une unité. Pourquoi je parle d'unité? Parce qu'il va y avoir certaines cartes, soit dans la voie d'Odin, soit dans les faveurs divines, qui ne sont pas des unités, mais qui donnent des bonus d'attaque. Par exemple, une épée. Une épée n'attaque pas par elle-même, elle doit être associée à une unité pour pouvoir attaquer. Donc, dans mon exemple ici, si je joue mon guerrier de niveau 1, ben, ça lui donne 1 point d'attaque. Qu'est-ce que je peux acheter avec un point d'attaque? Je pourrais attaquer n'importe quel joueur qui a des bâtiments qui affichent 1 de défense. Je dois égaler ou surpasser. Ou je pourrais attaquer Draco qui est au centre. Si j'attaque Draco, ben, il va me donner une ressource de mon choix. Il va me donner soit un or, il va me donner soit une bière. Et on remarque la différence dans l'iconographie. Ces icônes-là indiquent qu'il me donne la ressource de façon physique. Donc, je n'ai pas à la dépenser pendant le tour. Si j'ai une façon d'encaisser ou de mettre cette ressource-là dans une réserve pour la garder pour un tour subséquent, je peux le faire, ce qui n'est pas le cas avec les autres types de ressources. Donc, je peux attaquer Draco. Mais parce que j'ai une défense. Draco, j'ai un d'attaque plutôt. Draco, je ne peux ne l'attaquer qu'une seule fois par tour. Si j'avais eu, disons, 2 points d'attaque dans mon tour, ben là, j'aurais pu jouer les 2 Vikings pour qu'ils attaquent la même cible. Fait que j'aurais pu aller chercher un bâtiment qui a 2 de défense. Ou parfois, dans la voie d'Odin, il y a certaines cartes, comme ce mort-vivant, qui ont une valeur de défense plutôt qu'une valeur d'achat dans le coin en haut à droite. Ils ont une valeur de défense dans le coin en haut à gauche. Donc, si on bat cette carte-là, on va la défausser et on va gagner sa récompense. Dans ce cas-ci, on gagnerait 1 point de victoire et on gagnerait un jeton d'or qu'on pourrait aller placer sur son hôtel de ville pour le dépenser pendant le tour de jeu. Pour le dépenser ou l'encaisser, le réserver si on a une façon de le faire. Si j'attaque d'autres joueurs, il y a certaines petites règles à respecter. Chaque unité ne peut attaquer qu'un seul bâtiment, même si elle dépasse de beaucoup la défense de ce bâtiment. Donc, si j'avais joué cette carte-ci, qui a 6 d'attaque, si le joueur en face de moi, je décide avec cette carte d'attaquer sa mine d'or, qui a 1 de défense, les 5 autres points d'attaque sont perdus, ne servent à rien. Je ne pourrais pas attaquer plusieurs bâtiments avec la même unité. Par contre, si j'ai plusieurs unités dans ma main, si j'ai mes 2 Vikings et mon cochonnator, ben, je pourrais tout à fait, avec le cochonnateur, attaquer l'hôtel de ville, qui a une défense de 4, et avec mes 2 Vikings, attaquer 2 mines d'or différentes, qui ont chacune une défense de 1. Ça, il n'y a aucun problème.
Ce qu'il faut se rappeler par contre, c'est que pour chaque bâtiment qu'on réussit à attaquer, on va aller placer un petit jeton comme ça sur le bâtiment pour indiquer qu'il a déjà été attaqué ce tour-ci. Je ne peux pas attaquer le même bâtiment 2 fois. Et quand je vais avoir terminé mon attaque, on va aussi mettre un jeton comme ça sur l'hôtel de ville pour se rappeler que ce joueur-là a été attaqué. Dans une partie à plus de 2, je ne peux pas attaquer un joueur qui a déjà été attaqué. Donc si le joueur 1 attaque le joueur 3, par exemple, quand ça va être rendu autour du joueur 2, il n'aura pas le choix d'attaquer le joueur 1 s'il désire attaquer. Il ne peut pas attaquer encore le joueur 3. La seule exception à cette règle-là, c'est si tous les joueurs ont été attaqués au moins une fois quand c'est rendu à son tour. Donc si le joueur 1 attaque le joueur 2, puis le joueur 2 décide d'attaquer le joueur 1, quand c'est rendu au joueur 3, les deux autres joueurs ont déjà été attaqués, il peut attaquer qui il veut pour pas qu'il y ait un désavantage à son tour. Quand on attaque des bâtiments, qu'est-ce qu'on gagne comme récompense? On gagne des points de victoire. Sur cette petite carte-là, j'ai le tour de jeu de l'autre côté, puis je l'ai résumé de points de victoire en bonus que je gagne si j'attaque des bâtiments. Plus j'ai réussi à attaquer de bâtiments différents du même joueur dans un seul tour de jeu, plus je vais marquer de points de victoire. Si j'attaque un bâtiment, je vais faire 1 point de victoire. Si je réussis à en attaquer 2, j'attaque ma mine puis mon hôtel de ville, mais je vais faire 3 points de victoire. Si je réussis à en attaquer 3, les 2 mines, l'hôtel de ville, je vais faire 5 points de victoire, puis ainsi de suite. Chaque bâtiment supplémentaire que j'ai réussi à attaquer me rapporte 2 points de victoire de plus. Donc, si j'ai réussi à attaquer 6 bâtiments dans le même tour, je vais faire 11 points de victoire. C'est énorme dans une partie, que ce soit à 2, 3 ou 4. Fait que c'est la stratégie principale pour aller marquer des points de victoire. Je souligne que le joueur qui se fait attaquer, sauf exception, ne perd rien, à part qui permet à l'adversaire de se faire des points de victoire. Il y a certains bâtiments, comme je le disais tout à l'heure, que si je les attaque, ils donnent un bonus supplémentaire. Fait qu'ici, ma taverne, c'est écrit en dessous plus 2, en dessous de sa défense. Ce qui veut dire que si le joueur adverse réussit à attaquer la taverne, il va accumuler son nombre de points de victoire normalement. Il a attaqué 3 bâtiments, il fait 5 points de victoire. Mais en plus, il fait un plus 2, parce qu'il m'a attaqué une taverne. Fait qu'il va faire 7 points de victoire au total. Les seuls bâtiments où le joueur qui se fait attaquer va perdre quelque chose sont les réserves. Les réserves, c'est écrit ici dans le bonus, c'est qu'on vole l'une des ressources qui est sur la réserve. Fait que dans les réserves, on va pouvoir, au fur et à mesure que la partie avance, cumuler des ressources qu'on va avoir accumulées pendant la partie, puis les placer là pour les utiliser à d'autres tours. Et si on se fait attaquer des réserves, le joueur qui l'attaque va ramasser un pion qui est sur la réserve. C'est pas énorme. Fait que l'aspect take that, en quelque sorte, n'est pas très très dangereux et pas très très dommageable. Est-ce qu'on peut se défendre si on se fait attaquer? Tout à fait. Les cartes de défense servent à ceci et c'est pour ça qu'on pourrait vouloir garder des cartes de sa main. Disons qu'à la fin de mon tour de jeu, j'ai gardé ces 2 cartes-là en main. Le joueur suivant ne sait pas qu'est-ce que j'ai en main. Il dit j'attaque ton hôtel de ville, je joue une valeur de 5 d'attaque. Mon hôtel de ville est à 4. Je dis haha, je joue cette carte-ci de défense, je la mets dans la pile de mes cartes jouées. Et je dis je vais monter la défense de mon hôtel de ville à 6, ton attaque rate. À chaque fois qu'on bloque une attaque, on fait 1 point de victoire. Si il me joue une deuxième carte, il dit hey, j'attaque ta brasserie à une valeur de 2, je dis ah, j'avais une autre carte de défense, je monte la valeur de ma brasserie à 3, donc tu ne réussis pas à l'attaquer. Je fais donc un autre point de victoire parce que j'ai bloqué une deuxième attaque. Si dans le tour, j'ai réussi à bloquer toutes les attaques de mon adversaire, je fais un point de victoire supplémentaire. Donc dans ce cas-ci, en plus de lui avoir bloqué 3 points de victoire parce qu'il essayait de m'attaquer 2 bâtiments, j'en ai fait 3 moi-même parce que j'ai bloqué 2 attaques, plus un 3e point, étant donné que j'ai bloqué l'entièreté des attaques. Cette règle-là s'applique même s'il essaie d'attaquer un seul bâtiment. Donc même s'il avait attaqué juste mon hôtel de ville, j'aurais fait 1 point pour avoir bloqué l'attaque de l'hôtel de ville et 1 point supplémentaire pour avoir bloqué toutes les attaques de mon adversaire. Fait que les cartes de défense restent à ceci, puis ça ajoute un petit aspect, un mini aspect bluff à l'intérieur du jeu, surtout si on joue à plus que 2. Il peut me rester 2 bières dans mes mains que j'ai pas vraiment d'utilité, mais je vais les garder juste pour qu'un adversaire décide d'attaquer l'autre joueur plutôt que de m'attaquer moi, parce qu'il va avoir peur que dans mes mains, j'ai des cartes de défense puis que ces attaques ne servent à rien. Fait que mon tour de jeu n'est pas tellement plus compliqué que ça. Il me reste ici une petite partie à expliquer où je peux faire des transformations de ressources selon mes besoins. Fait que ici, je peux transformer 2 ressources d'or en une bière ou 2 ressources de bière en une ressource d'or, puis ce ne sont pas des ressources que je peux stocker. Fait que si j'ai beaucoup d'or dans les mains mais j'ai besoin de bière, je peux faire du transfert tant que je veux. Ici, on me dit aussi, si j'ai des objectifs personnels que je n'aime pas, je peux payer un or pour envoyer une ressource en dessous du paquet et la remplacer pas une ressource, mais un objectif en dessous du paquet et la remplacer par la première carte du paquet.
Les objectifs personnels, comment ça fonctionne? Pendant mon tour de jeu, j'ai le droit de réaliser un de mes objectifs personnels. Fait que si par exemple c'est écrit construire un bâtiment, si pendant mon tour de jeu je construis un bâtiment, je peux mettre cette ressource-là dans ma pile de ressources d'objectifs complétés, faire un point, et à la prochaine phase de pioche, je vais piocher une nouvelle carte pour remplacer cet objectif-là. Je précise que même si je fais les deux objectifs qui me sont demandés dans le même tour, je ne peux faire qu'une carte objectif par tour, et non pas deux. Fait que si j'ai acheté une carte rouge, une carte d'attaque et construit un bâtiment, si je fais les deux dans le même tour, il va falloir que je décide lequel des deux je vais mettre dans ma pile de points de victoire. Éventuellement, on va commencer à piger des cartes qui sont un petit peu plus difficiles à faire, comme ici la bière, avoir 4 bières en stock, mais qui rapportent plus de points de victoire, par contre, quand on réussit à les faire. Et pour le tour de jeu, le tour de la phase d'action en tant que tel, c'est pas mal ça qui reste, c'est pas mal comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on fait quand tout le monde a fini sa phase d'action? Là, on va avoir une phase de stockage. Une phase de stockage, c'est que si j'ai des bâtiments qui sont construits qui permettent de stocker devant moi et que j'ai des ressources non utilisées et des ressources physiques. Fait que donc pas des ressources qui viennent de cartes, mais des ressources soit qui viennent de l'attaque de Draco, de l'attaque des zombies ou de mes bâtiments qui ont produit. Dans la phase de stockage, je peux transférer autant de ces ressources-là vers la carte qui permet de les stocker. Et toutes les cartes de stockage vont me rapporter un point de victoire par tour si elles sont pleines. Les cartes que je ne peux pas, les ressources que je ne peux pas stocker sont renvoyées à la ressource générale, à la réserve générale. Je les perds. Et finalement, il y a une phase de fin de tour. Ce n'est seulement que pendant la phase de fin de tour que je remets toutes les cartes que j'ai jouées pendant le tour dans ma défausse. Ce qui veut dire que si pendant mon tour, j'ai joué des cartes qui me permettent de piger les cartes que je joue pendant mon tour, je ne peux pas les repiger, c'est juste à partir du prochain tour. Fait que phase de fin de tour, je mets tout dans la défausse. J'enlève tous les jetons, fait que les marteaux qui indiquent que j'ai construit un bâtiment pendant ce tour-ci, ce qui veut dire que ce bâtiment-là, à partir de maintenant, il peut être attaqué, mais il devient actif, il peut faire son effet spécial. Je renvoie tous les jetons dans la réserve. Si j'ai des réserves de bière ou d'or qui sont pleines, je marque un point de victoire. Ici, les cartes sont toujours censées être remplacées au fur et à mesure qu'on joue. Dans la phase de fin de tour, je vais défausser la dernière carte qui est la plus à droite. Je vais tasser toutes les autres et je vais la remplacer par une nouvelle carte. Et quand tout ça est fait, on commence un nouveau tour de jeu. Fait que tout le monde fait sa phase de construction. Fait que ce joueur-là ici, maintenant, produirait 2 ressources plutôt qu'une. Fait que vous voyez qu'il y a un aspect engine building, comme dans tous les deck building évidemment. Mais il vient pas juste des cartes, il vient aussi des bâtiments qu'on se construit devant soi. Ensuite, il y a la phase de pioche, fait que je repige mes 5 prochaines cartes. Et si j'avais accompli un objectif, je remplace un objectif par un nouveau. Et on recommence une nouvelle phase d'action. Je précise que dans la phase de fin de tour, évidemment, le pion premier joueur change d'un joueur à l'autre pour que ce ne soit pas toujours le même joueur qui commence. Et on va continuer comme ça. Il reste peut-être juste 2 choses à expliquer. Les faveurs divines, comment on les obtient? On va ici sur mon plateau, mon marqueur de score complètement dans le bas du jeu. Il y a le symbole des faveurs divines aux chiffres 5, 12 et 20. Dès qu'un joueur atteint ce chiffre-là pendant son tour, peu importe la façon dont il l'atteint, il va piger la première carte du paquet faveurs divines. Ça va lui donner un choix de 3 cartes. Il va choisir parmi ces 3 cartes-là laquelle il veut gagner. Il va la mettre dans sa zone de cartes jouées comme d'habitude. Et si ce n'était pas la carte la troisième carte qu'il avait pigée qu'il a choisie, la carte qu'il a pigée remplace l'espace vide. Et on continue comme ça. Le joueur suivant va avoir le même choix, fait qu'il va révéler la première carte du paquet. Il va s'en choisir une qu'il va aller mettre dans sa zone de jeu. On va remplacer l'espace vide parce qu'il a été pigé, puis on continue comme ça. Donc, à moins d'exception, chaque joueur peut avoir ce bonus-là 3 fois parce qu'à 30 ou à 40, ça ne donne plus ce bonus-là. C'est spécifiquement 5, 12 et 20. Fait que chaque joueur peut aller chercher 3 cartes comme ça. Ce sont des cartes extrêmement puissantes qui sont très efficaces tout au long de la partie. Comme je l'ai dit, selon le nombre de joueurs, une fois qu'un joueur a atteint le 30 points de victoire, je vais redescendre ça un petit peu, une fois qu'un joueur a atteint le 30 points de victoire qui est indiqué ici ou le 40 points de victoire qui est indiqué ici à 2 joueurs, dès qu'un joueur dépasse cette ligne-là, ça va indiquer que le tour en cours est le dernier tour de jeu. Fait qu'à la fin du tour de jeu, on va tout simplement cumuler le nombre de points qu'on a sur le plateau. On va ajouter des points selon les 4 objectifs
finaux qui sont à la fin de la partie. Et celui qui a le plus de points, va l'emporter. Fait que par exemple, ici, dans cette partie-là, celui qui va avoir le plus de cartes qui viennent de la voie d'Odin, donc des cartes avec un éclair, va avoir 6 points de plus à la fin de la partie. Celui qui a le plus de cartes bâtiment, 6 points de plus. Celui qui a le plus de jetons bière en stock à la fin de la partie va avoir 6 points. Puis celui qui a le plus de... Je le vois à l'envers, de missions accomplies. Fait que celui qui a réussi le plus de cartes objectifs pendant la partie va également avoir 6 points bonus à la fin de la partie. Les cartes en tant que telles ne rapportent pas de points de victoire. Fait que les cartes ne sont que des moyens pour aller chercher des points de victoire à la fin de la partie. Il y a par contre certains objectifs qui peuvent dire celui qui va avoir le plus de cartes cochonnateurs dans son deck va avoir 6 points de victoire. Fait qu'ils peuvent avoir une influence sur le nombre de points de victoire, mais en soi, elles n'en rapportent pas. Donc, on additionne ce qu'on a ici, plus les cartes qu'on réussit à gagner parmi les 4 cartes d'objectif, et celui qui a le plus de points l'emporte. Donc, Viking Gone Wise, qu'est-ce que j'en pense? Ben, avant de dire qu'est-ce que j'en pense, quand j'ai reçu la copie du jeu, je l'ai reçu également avec une extension. Fait que je vais résumer rapidement qu'est-ce qu'il y a dans l'extension sans faire tout le démo avec toutes les explications. L'extension amène un aspect qui a rapport avec les éléments. Fait que chaque joueur va avoir un petit plateau comme ça, qui ressemble à ceci, là, avec 4 espaces, puis avec des nouvelles façons de transférer des ressources là, d'un élément à un autre. Chaque joueur va aussi avoir un dieu. Par exemple, moi, je pourrais avoir le dieu Thor, comme ça ici, puis mon dieu va venir avec différentes cartes que je vais aller placer ici sur la première case du plateau. Puis comme mon hôtel de ville, mon dieu va pouvoir s'améliorer en payant certaines ressources puis devenir de plus en plus fort au fur et à mesure que la partie avance. Qu'est-ce que je vais avoir sur le reste du plateau, c'est qu'on va se faire un petit draft de cartes au début du jeu, ça c'est intéressant. On va se faire un petit draft de cartes, puis à la fin du draft, on va avoir des artefacts sur ce plateau-là, des objets magiques. Là. Je vais en avoir 3, j'en montre un, mais je vais en avoir 3. Les artefacts vont me donner des façons de dépenser les ressources élémentaires que je vais faire pendant la partie. Fait que par exemple, si j'ai un artefact, une épée qui s'appelle Rothi, et je pourrais dépenser une ressource de feu pour détruire une carte de ma main, fait que ça me permet de faire du nettoyage de deck. Je pourrais dépenser 2 ressources de feu pour donner à une de mes unités, plus 2 d'attaque pour le tour, des trucs comme ça. Fait que ici, je vais avoir un autre artefact, un chaudron que je pourrais dépenser éventuellement jusqu'à 3 ressources d'eau, puis une ressource de terre pour produire 2 barils par tour. Des trucs comme ça. Les artefacts qui ont 3 niveaux de puissance, puis c'est le niveau de mon dieu qui va déterminer quel niveau je peux utiliser. Fait que si j'ai amélioré mon dieu jusqu'au niveau 3, ben mes 3 artefacts, je peux utiliser leur pouvoir de niveau 3. Ça vient évidemment avec un paquet de nouvelles cartes de la voie d'Odin, que je vais aller brasser avec les cartes de base. Fait qu'il y a certaines cartes qui ont des effets spéciaux, il y a certaines cartes que ce sont des unités, des cartes qui permettent de piger, etc. Et toutes les cartes ont aussi un effet au moment où je la joue, je peux payer des ressources élémentaires pour faire un effet supplémentaire. Par exemple, si j'ai un amulet de la nature qui annule l'effet d'un autre artefact d'un joueur, et je pourrais dépenser une ressource de terre pour réutiliser un artefact que j'ai déjà utilisé dans mon tour, parce qu'évidemment, je peux l'utiliser chacun juste une fois par tour. J'ai des nouvelles cartes objectives, des nouvelles cartes faveur divine que je vais aller brasser dans les decks respectifs qui vont amener un peu de variété au jeu, et j'ai des nouveaux objectifs de fin de partie. Fait que quand on joue avec cette extension-là, on va prendre 2 objectifs de fin de partie de la boîte de base, on va en piger 2 parmi les 4 que j'ai dans les mains. Fait qu'il faut avoir automatiquement des objectifs qui ont rapport avec l'extension. La partie peut-être la plus intéressante de l'extension, ou celle que j'ai le plus appréciée, c'est qu'elle change les 6 unités du jeu, ou plutôt les 3 unités puis les 3 cartes de défense. On les enlève, on les utilise pas, fait qu'il n'y a plus d'archer, il n'y a plus de grosse brute, il n'y a plus la tour de défense, des trucs comme ça. Puis on va mettre des cartes, des nouvelles cartes qui viennent dans ce deck-là. Il y a 6 piles de cartes aussi, il y en a 2 qui viennent dans chacune des catégories élémentaires, et ce sont toutes des créatures. Fait que j'ai l'esprit de feu, par exemple, suivi du chien de Hel, qui ont rapport avec l'élément de feu. J'ai les esprits de l'eau qui viennent avec les tritons, qui ont rapport avec l'élément d'eau, évidemment. Puis j'ai la même chose pour l'esprit de terre. Une des choses que j'aime beaucoup de ces cartes-là, c'est qu'elles ont les 2 options. La plupart de ces cartes-là, si ce n'est toutes les cartes, la plupart de ces cartes-là, pas toutes, ont 2 options. Soit je vais l'utiliser, par exemple, mon esprit de feu, je peux l'utiliser pour avoir 2 d'attaque, ou je peux l'utiliser pour me donner 1 de défense. Fait qu'une fois que j'achète cette carte-là, pendant mon tour, je peux décider de ne pas attaquer, mais la garder parce que j'ai peur qu'un autre joueur m'attaque. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Et ils ont aussi, la plupart, une façon de dépenser une ressource. Par exemple, mon esprit de l'eau, c'est 1 d'attaque ou 1 de défense.
Et pour 3 ressources d'eau, je peux aussi piocher une carte. Je précise que les ressources, on ne les dépense, on ne les perd pas dans ce jeu-là une fois qu'on les a produits. C'est notre dieu qui indique combien de ressources on produit par tour, et quand on produit une ressource, on gagne un petit jeton qui ressemble à ceci, par exemple pour l'eau, ou à ceci pour le feu, et on va aller mettre ce jeton-là sur un de nos bâtiments. Fait qu'on peut avoir un nombre de ressources en jeu égal au nombre de bâtiments qu'on a en jeu. Puis je ne l'ai pas dit dans mon explication, mais on a une limite de 3 fois le même bâtiment. Fait qu'une fois que j'ai 3 tavernes, je peux plus en construire une quatrième. Donc je peux mettre une ressource sur chacun de mes bâtiments. Puis quand pendant mon tour de jeu, j'utilise la ressource, je fais tout simplement la tourner pour montrer qu'elle a été utilisée ce tour-ci. Et au début du jeu, quand je produis des nouvelles ressources, élémentaires, je peux soit les produire sur des bâtiments qui sont libres, soit changer une ressource qui est sur un bâtiment pour qu'elle produise maintenant une ressource de type différente. Et ça couvre pas mal qu'est-ce qu'on peut faire avec l'extension. Ce qui m'amène à qu'est-ce que je pense du jeu. Je suis mitigé. C'est si quelqu'un ne possède pas de deck building et il aimerait en avoir un, il a entendu parler de cette mécanique-là, on lui en a parlé, il veut découvrir le hobby, n'importe quoi. C'est un bon deck building d'introduction. Par contre, il n'est pas très novateur sur beaucoup d'aspects dans le jeu. Oui, il y a un aspect plateau building où on va construire des bâtiments dans sa zone de jeu, mais ça finit par être des ressources qu'on produit davantage ou des façons de piger plus de cartes. Ça correspond à des pouvoirs qu'on débloque, des trucs comme ça dans d'autres deck building. Il est très beau au niveau visuel, ça faut que je donne. Les composantes sont vraiment à un très très haut niveau. Les petites ressources, les lingots d'or sont en forme de lingots d'or, les barils de bière sont en forme de barils de bière. C'est une super belle qualité, le design visuel du jeu est excellent. Ça c'est un 9.5 sur 10 au niveau visuel. Au niveau du gameplay, c'est qu'il est très très classique. Je vous dirais que ses points forts, c'est qu'il y a un aspect d'attaque de joueurs. Par contre, c'est pas négatif pour le joueur qui se fait attaquer. Il perd rien. Ses bâtiments se font pas détruire. Ça ne le retarde pas dans sa partie. À la limite, il va perdre une ressource de bière ou d'or de temps en temps. Mais à la fin du jeu, on en produit tellement que c'est pas grave de toute façon. Donc cet aspect-là, ça va plaire surtout à des joueurs qui sont débutants dans le deck building. Fait que c'est un bon deck building, c'est un beau deck building, mais il manque un petit quelque chose pour se démarquer de tous les autres deck building qui sont présentement sur le marché. Son aspect plateau building est, selon moi, pas suffisant pour qu'il se démarque des autres. Son aspect d'attaque non plus. Puis je dirais même à la limite, son aspect d'attaque, c'est intéressant parce qu'on n'endommage pas les autres joueurs. Par contre, c'est clairement la seule et unique façon de gagner, c'est en attaquant les autres joueurs. Je comprends que c'est un jeu de viking, fait que c'est thématique, mais c'est un jeu à condition de victoire unique. Donc si on n'attaque pas les autres joueurs, si on décide de se faire plein de cartes pour remplir ses réserves, pour pouvoir marquer son petit point de victoire à tous les tours de jeu, on va finir à la fin de la partie à réussir à marquer régulièrement 3-4 points de victoire par tour. Puis le joueur en face de nous autres va en faire 7-8 parce que lui, il attaque. Donc, attaquer, c'est clairement, s'il y a des cartes qui permettent d'attaquer qui arrivent dans Voie d'Odin, on les achète. Si on a le choix dans nos faveurs divines de cartes qui permettent d'attaquer, c'est celle-là qu'on pige tout le temps. Fait que attaquer, s'il n'y a pas d'autre façon de gagner le jeu, fait que ça réduit un petit peu les possibilités stratégiques qu'il y a à l'intérieur du jeu. Fait qu'il faut s'acheter des cartes d'attaque, une coupe de cartes de défense pour bloquer, mais encore là, attaquer, ça paye vraiment plus que de réussir à bloquer une coupe d'attaque de son adversaire. Fait que je l'ai trouvé un petit peu plus limité. L'autre gros défaut, son principal défaut, je dirais, c'est son manque de rejouabilité avec la boîte de base. La boîte de base, on a la Voie d'Odin, qui est un bon paquet de cartes où on révèle 5 cartes par tour, mais ultimement, ces cartes-là reviennent un peu toutes à la même chose. Il y a des cartes qui me donnent 2 ressources, des cartes qui m'en donnent 3, il y a des cartes que je peux attaquer qui me donnent une ressource de bière, l'autre c'est une ressource d'or. Il y a beaucoup de cartes, mais elles ne sont pas si diversifiées, et mon marché est toujours le même d'une partie à l'autre. Il y a 3 unités dans le jeu et elles sont toujours en jeu. Il y a 3 cartes de défense, elles sont toujours en jeu. Il y a 6 bâtiments et les 6 bâtiments sont toujours en jeu. Pour un jeu de cette qualité-là, je me serais attendu à ce qu'il y ait par exemple 9 ou 10 bâtiments, puis que de façon aléatoire ou en les choisissant, on en mette 6 en jeu dans une partie. Fait que d'une partie à l'autre, il y a une certaine variété au niveau de mon aspect plateau building. Même chose pour mes unités. Si j'avais eu, disons, 5 ou 6 unités, puis j'en mettais juste 3 par partie, ben là, je vais avoir une certaine variété. Dans une partie, je vais avoir des grosses cartes d'attaque, dans une partie moins, fait que ça peut changer la stratégie. Là, en ayant toujours les mêmes, moi, ça fait déjà 4 ou 5 parties que je joue, mais 2 dernières parties ont eu exactement la même stratégie. Puis c'était une stratégie qui s'est avérée gagnante. Fait que j'ai pas de raison de changer de cette stratégie-là. Ce qui ne me donne pas le goût de recontinuer à jouer. J'ai l'impression d'avoir fait le tour du jeu après avoir joué 3-4 fois. C'est pas une qualité pour un jeu. Par contre, et là ça je lui donne, l'extension.
L'extension est très très bonne. Elle amène un côté gamer au jeu que le jeu de base n'a pas vraiment. Elle amène des stratégies, comment j'utilise mes ressources élémentaires. Elle amène une stratégie aussi au niveau des cartes unités que j'achète. Est-ce que je vais les utiliser pour l'attaque ou la défense? Là, avec l'extension, on commence à parler d'un deck building qui est intéressant, que j'achèterais, que j'aurais peut-être acheté avec l'extension. Fait que son défaut principal, je dirais, c'est que le jeu semble incomplet si on ne lui ajoute pas d'extension. Plusieurs deck building ont ce défaut-là. Avec la note que je lui donnerais, ça serait quelque chose comme un 7 sur 10. C'est pas un mauvais jeu, c'est un bon jeu, il est très beau. Puis si quelqu'un n'a pas de deck building, ça pourrait être un deck building que je lui conseille pour commencer parce qu'il est simple, il est facile d'accès, puis il est pas trop méchant entre les joueurs. Fait que ça, c'est toutes des belles qualités. En plus d'être magnifique, là, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais ça vaut la peine d'être souligné. Si on a un des joueurs plus d'expérience qui possède plusieurs deck building, je vais les diriger vers un autre deck building. Par contre, s'ils sont prêts à acheter ce jeu-là et l'une des extensions, moi je n'ai essayé que l'extension Master of the Elements, qui est l'extension la plus récente qui est sortie, ou qui sort bientôt. Avec cette extension-là, là on parle d'un jeu que je pourrais dire croustillant, là, un jeu crunchy, qui a de la matière, qui a de la substance, qui a de la viande pour des joueurs un petit peu plus gamers. Fait que là, on commence à parler d'un deck building qui est très intéressant. Donc, fait que jeu de base, 7 sur 10. Avec l'extension, là, on parle d'un 7.5, d'un 8 sur 10. Là, on commence à parler d'un très bon jeu. Mais ça prend une extension. Fait que pour moi, c'est un défaut parce qu'on vient de monter le prix du jeu pour qu'il devienne intéressant d'un bon 25 voire 30$. Là, je sais pas combien que l'extension va se vendre, mais ça doit être entre 20 et 30$. Fait que sur ça, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et mes commentaires, même si c'est une revue un petit peu moins positive qu'à l'habitude. Donc, si vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas à laisser ça dans le bas de la page comme à l'habitude. Entre-temps, allez faire un tour sur notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous supporter sur notre page Patreon. On a des beaux prix, particulièrement ce mois-ci. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez nous voir. Sinon, questions, commentaires dans le bas de la page. Vous pouvez me suggérer aussi le prochain titre dont vous voulez que je fasse la revue. Il me fera plaisir de le faire si c'est possible. Sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée et à la prochaine.